Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux de vous accueillir dans une nouvelle séance du séminaire scientifique de la Grande École des Solidarités. La Grande École des Solidarités, c'est un partenariat d'acteurs académiques sur le site de Rennes en Bretagne, en France, qui regroupe Ascoria, l'Institut de formation et de recherche en travail social breton, qui est chargé de l'animation de la Grande École des Solidarités et qui m'emploie. Donc moi, je suis Philippe Liège. Je suis le coordinateur scientifique de la Grande École des Solidarités. Dans la Grande École des Solidarités, la GES, il y a également l'Université Rennes 2, l'École des hautes études en santé publique et l'Institut politique de Rennes. Et donc, on organise maintenant depuis quelques années régulièrement un séminaire scientifique. Au départ, il était en présentiel, et puis depuis le Covid, on l'a fait en distanciel, et ça permet effectivement d'avoir des collègues de différentes régions ou de différents pays. Donc aujourd'hui, on est heureux d'accueillir Waïda Matia Bouramia, qui est professeur à l'Université Saint-Joseph, au département de travail social. Enfin, je ne dis peut-être pas les choses de manière juste. Waïda, tu vas me corriger et tu vas te présenter. Donc, je ne suis pas plus long, je lui passe tout de suite la parole. Là. Donc, on est ensemble pour 1 heure et demie. Merci beaucoup. Merci Philippe. Donc, je commence par remercier Philippe pour son invitation. Je vous remercie à tous et à toutes de votre présence aujourd'hui et de votre intérêt au sujet. En effet, la recherche dont je vais partager les résultats aujourd'hui, c'est une recherche qui porte sur la migration maritime irrégulière depuis le Liban Nord vers l'Europe. Donc, c'est une recherche qui a été menée au sein de la chaire de recherche sur les déplacements forcés au Moyen-Orient. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, c'est une structure de recherche qui a été instaurée au sein de mon école de travail social. Qui est intitulée jusqu'à maintenant l'École libanaise de formation sociale. On tend à changer le nom vers École supérieure de travail social, mais ça demande une procédure assez longue au Liban. Et c'est une structure qui travaille en coopération avec 12 chaires de recherche sur le même sujet, financée par le Centre de recherche pour le développement international canadien, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Amérique du Sud. Donc, l'idée principale de ce projet mis en place par le CRDI, c'est de permettre la production d'un savoir local sur la migration. Alors que dans la réflexion du CRDI, dans ses observations, il y a eu beaucoup de remarques sur la production de savoir relié à la migration par les pays du Nord, par des chercheurs du Nord. Donc, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a donné, si vous voulez, la raison d'être de ce projet, de permettre à des chercheurs du Sud de pouvoir quand même transmettre la voix autour des problématiques du déplacement forcé dans leur région. Donc, je vais partager avec vous un PowerPoint qui va vous aider quand même à suivre la logique de cette recherche, qui constitue la troisième recherche uniquement qui a été effectuée sur le sujet de la migration irrégulière depuis le Liban Nord jusqu'en Europe. Donc, s'il vous plaît, dites-moi si vous arrivez à voir mon écran, si c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je vais commencer par tracer le contexte de la recherche. Donc, pourquoi cette recherche a été effectuée? En effet, je ne sais pas si vous entendez, si vous avez entendu dans les médias de ces bateaux de la mort qui quittaient le Liban pour arriver en Europe et qui faisaient beaucoup de décès en mer. Donc, en effet, c'est un phénomène qui a connu une expansion alarmante et sans précédent entre 2019 et 2022. Donc, durant cette période, et je sais que beaucoup parmi vous suivaient les nouvelles au Liban, c'était une période marquée par une crise économique aiguë. Et effectivement, durant cette période, il y a eu seulement 2 recherches qui ont été effectuées sur le sujet. Une recherche menée par des collègues libanais, Diab et Jawhari, qui ont recensé ce qui est écrit dans les médias, ce qui était écrit dans les médias autour du phénomène, et une recherche qui a été effectuée par l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, et qui ont noté tous les deux une hausse alarmante du nombre de personnes impliquées dans ces tentatives, qui est passé selon Diab et Jawhari de 208 à plus de 2565 personnes durant la même année.
Donc, ces deux études précédentes révèlent que ces voyages, et je reviens sur leur surnom qui est frappant, voyage, connu sous le nom voyage de la mort, sont dus à l'instabilité politique, aux discriminations vécues par les personnes vulnérables qui sont aux prises avec cette problématique au Liban et à la pauvreté. Cependant, nous avons remarqué qu'on ne savait pas beaucoup de choses, grand-chose sur le processus décisionnel des migrants, ni sur leur accueil en Europe. Et donc, c'est ce qui a motivé, si vous voulez, la mise en place de cette recherche qui a voulu quand même traiter ce phénomène qui est encore présent au Liban, qui est persistant au Liban. Parce qu'en effet, selon les répondants que nous avons interviewés dans cette recherche, et là je passe à un résultat de la recherche avant de présenter les autres résultats pour vous mettre effectivement au courant de ce contexte, c'est que ce phénomène n'était pas si récent que ça. Nous, on pensait qu'il a débuté en 2019 et qu'il a eu une croissance effrayante en 2022. Mais effectivement, on a pu découvrir que le phénomène a émergé en 2015, bien de manière limitée à l'époque. Et il a été quand même multiplié en 2021 pour devenir une réalité persistante récurrente. Et quand je dis réalité persistante récurrente, c'est-à-dire que le phénomène continue actuellement d'être présent. Il a été mis de l'avant sur les médias en 2022 parce que durant cette année, l'hiver était très difficile, il était très rigoureux, il y a eu beaucoup d'incidents en mer liés à la surcharge des bateaux et également causant l'écoulement, l'arrestation ou l'interception de navires. Donc, pour les acteurs que nous avons interviewés, ces mouvements qui persistent toute l'année prennent comme point de départ principal des régions du nord du Liban. Et pas du sud, par exemple, parce que la finule existante au sud peut intercepter rapidement les bateaux qui partent de cette région-là. Et donc, si vous regardez devant vous les données récentes de l'OIM, des milliers de Libanais et de Syriens seraient parvenus en Europe par la voie de la mer. En revanche, donc vous voyez qu'il y a 126 Libanais qui parviennent en Europe, qui continuent qui sont parvenus en Europe en 2024 par voie maritime, alors qu'il y a 43 572 Syriens qui sont parvenus en Europe par voie terrestre et maritime, mais de manière irrégulière. Là, on n'a pas vraiment de chiffres sur les personnes qui sont parvenues par la mer, mais selon l'OIM, il y a un bon nombre de personnes qui sont arrivées par la mer et qui continuent à arriver par la mer en Europe de nationalité syrienne. Mais les données sur le mouvement des Palestiniens actuellement, concernant 2024, manquent encore. Donc, en effet, c'est dans ce contexte que notre étude a été menée. Donc, nous avons voulu, dans le cadre de la chaire de recherche, avec mon équipe de recherche, d'approfondir la compréhension sur l'expérience de ces migrants. On a voulu quand même cerner le phénomène à partir du moment où les gens prennent la décision de migrer jusqu'à leur arrivée dans le pays de destination. Notre objectif principal était d'élaborer des stratégies de lutte efficaces contre le phénomène et d'explorer ce qui existe pour pouvoir quand même proposer ces stratégies. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il est important, voire crucial, de comprendre ce qui motive ces gens, les motivations profondes à entreprendre cette voie en dépit du danger qu'elles perçoivent à cette voie-là. D'identifier des facteurs qui encouragent la décision et donc ce que nous avons nommé des facteurs incitateurs. D'étudier le processus de prise de décision, de comprendre comment ils font pour prendre cette décision tellement dangereuse pour eux et pour leur famille. Et de voir un peu comment ça se passe avec les gens qui sont arrivés à destination, parce qu'on savait au préalable que les gens pensaient que l'Europe, c'est la lune de miel.
Donc, on a vu quand même explorer ce vécu de lune de miel pour comprendre qu'est-ce qui se passe en Europe et bâtir, construire sur tout ça pour pouvoir recommander des stratégies pertinentes pour la lutte contre le phénomène. Donc, on avait énormément pensé sur le cadre d'analyse qu'on voulait choisir, pour lequel on voulait opter pour étudier ce phénomène. On est des chercheurs qui vivent au Liban et c'est effectivement ceci peut-être qui montre l'importance de la production d'un savoir local dans un pays qu'on connaît bien. On avait ce sentiment que, oui, la pauvreté, les discriminations, etc., peuvent pousser ces gens-là à vouloir prendre la mer. Mais nous voulions aller beaucoup plus loin que ça. C'est pour cela qu'on a opté pour un cadre d'analyse intégré qui inclut à la fois le modèle des facteurs de poussée et d'attraction. C'est un modèle que tous les chercheurs privilégient pour étudier des mouvements de migration. On n'a pas voulu le mettre de côté parce qu'on a voulu quand même le prendre en considération, mais on a voulu ajouter à ceci deux réflexions autour de la gouvernance en tant que concept, mais la gouvernance dans deux dimensions différentes. La gouvernance migratoire, comment ça se gère la migration au pays, et la gouvernance au niveau national parce qu'on était dans un pays en faillite. Et donc là, c'était les trois composantes de notre cadre d'analyse. Donc, j'imagine que vous n'avez pas, je n'ai pas à vous expliquer quand même le modèle de facteurs de poussée et d'attraction qui considère que des facteurs économiques, sociaux et politiques, familiaux et culturels, environnementaux peuvent pousser des gens à quitter un pays quelconque ou peuvent attirer ces gens-là à vouloir s'orienter vers un autre pays. Mais en lisant, en analysant ce modèle, on a pu quand même cerner quelques influences. C'est que ces influences, ou bien quelques nuances, que ces influences quand même peuvent persister après l'installation dans un premier pays d'accueil. Parce que les migrants peuvent chercher toujours de meilleures opportunités ailleurs. On a pensé que les migrants peuvent venir, si on prend l'exemple des déplacés syriens au Liban, c'est des gens qui ont quitté la Syrie pour plusieurs de ces raisons que j'ai énumérées, mais qui ont voulu quand même aussi quitter le Liban vers un autre pays, peut-être pour les mêmes raisons. Et à côté du modèle des facteurs de poussée et d'attraction, on a été vers le cadre de gouvernance migratoire. On a cherché dans la littérature, on n'a pas trouvé beaucoup de cadres théoriques qui expliquent comment la gouvernance migratoire pourrait être gérée. Et là, on est tombé sur le cadre de gouvernance migratoire de l'OIM, qu'on a considéré comme étant suffisamment développé pour pouvoir nous guider dans l'analyse de nos résultats. Et donc, ce cadre prend trois principes: le respect des normes internationales et des droits des migrants, l'élaboration de politiques basées sur des données probantes, le développement de partenariats pour résoudre les questions migratoires. Et il privilégie en parallèle trois autres objectifs qui visent à renforcer le bien-être socio-économique des migrants et de la société d'accueil, à gérer efficacement les crises liées à la mobilité et à assurer des migrations sûres, ordonnées et dignes. En parallèle au cadre de gouvernance migratoire, il faut dire que c'était la gouvernance nationale qui nous préoccupait le plus. Donc, on a été sur une construction d'une dimension de notre cadre qui met l'accent sur la qualité institutionnelle et l'économie institutionnelle, en considérant que la croissance économique et durable d'un pays est fondamentale pour réduire les migrations anarchiques ou irrégulières. Et on a opté pour l'indice mondial de la gouvernance comme composante importante dans cette dimension de la gouvernance pour compléter notre assise théorique avec les 6 indicateurs clés stipulés par cet indice. Donc, la participation citoyenne et la responsabilité, la stabilité politique et l'absence de la violence, l'efficacité gouvernementale, la qualité de la réglementation, l'état de droit, l'instauration d'un état de droit et le contrôle de la corruption. Et donc, c'est sur la base ou bien à la lumière de ce cadre d'analyse qu'on a choisi notre méthodologie.
on a voulu être dans un paradigme constructiviste parce que notre objectif n'était pas ni de donner des statistiques autour du phénomène, ni d'aller vers des conclusions quantitatives sur les motifs. On a voulu étudier en profondeur le phénomène. Et donc, dans cette perspective-là, on a voulu intégrer deux acteurs principaux. Les premiers concernés, donc les personnes impliquées directement par la migration irrégulière au Liban, et les acteurs actifs sur le terrain, soit en matière de prévention, soit en matière de gestion du phénomène. Et là, on a pu avoir accès, avec l'aide d'associations terrain qui nous ont aidés quand même à recruter, à pouvoir être en contact avec cette population qui est fragile et difficile d'accès, à 131 personnes, des premiers concernés, qui se répartissent entre 39 Syriens, 42 Palestiniens, 47 Libanais, et qui répondent à 3 profils. 48 personnes qui planifient leur voyage, qui ont manifesté leur désir de prendre le bateau dans les 2 semaines prochaines ou dans le mois prochain, 44 survivants de naufrage ou d'accidents en mer, 39 personnes arrivées à destination. En parallèle, on a pu avoir accès à 18 représentants d'entités institutionnelles et gouvernementales impliquées dans la prévention et la gestion du phénomène, soit 5 autorités étatiques, 3 agences des Nations Unies et 10 organismes nationaux et internationaux. Donc, certainement, cette recherche a reçu difficilement l'approbation du comité d'éthique, qui avait beaucoup de préoccupations concernant les entretiens avec les personnes directement concernées, par peur de faire sortir ou bien de faire surgir des demandes sans pouvoir répondre à ces demandes et à ces besoins. Et effectivement, on a dû mettre un dispositif en place pour pouvoir référer les personnes qui présentent ou bien qui réclament la réponse à des besoins particuliers à pouvoir s'orienter, des références pour s'orienter vers des organismes susceptibles de répondre à leurs besoins. Et effectivement, toute l'analyse que je vais vous présenter tout à l'heure a été restituée auprès des répondants, donc auprès de certaines personnes directement impliquées. On a invité tout le monde, mais effectivement, de 131 personnes, on a pu seulement avoir, lors de la restitution des résultats, 25 personnes. Les autres se sont excusés en disant qu'ils ont grand intérêt, ils avaient grand intérêt à participer à cette séance, mais apparemment, ils avaient des craintes. Et donc, on comprend bien leurs craintes dans un contexte où les gens essayaient quand même de prendre leurs décisions ou de vivre leur expérience sans qu'ils ne soient stigmatisés par d'autres. Et donc, tous les représentants institutionnels étaient présents, ont participé à la restitution des résultats. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des résultats qu'on a pu situer sur 2 axes, certainement distincts, mais aussi complémentaires. Donc, en effet, un premier axe qui est relatif aux facteurs de poussée liés au Liban. Et un deuxième axe qui est lié aux facteurs d'attraction européens et les conditions d'accueil en Europe. Donc, si vous voulez, la recherche nous a permis quand même de prendre le phénomène par les 2 bouts. Mais avant d'entamer la réflexion sur ces 2 axes, j'ai pensé très important de partager avec vous un débat conceptuel qui a eu lieu entre les répondants, surtout institutionnels, autour de ce phénomène. Si on regarde la définition de l'Organisation internationale pour les migrations, de ce phénomène de migration irrégulière, l'OIM le définit ou le présente comme étant un mouvement de personnes qui contreviennent aux lois, aux réglementations ou aux accords internationaux qui régissent l'entrée ou la sortie d'un territoire. L'OIM tient à présenter ou bien à préciser que que l'irrégularité concerne la situation d'une personne à un moment précis ou sur une période déterminée et non la personne elle-même. Et donc, la situation, par conséquent, peut changer lors de la régularisation de la situation migratoire.
Mais en revenant aux répondants à notre recherche, notamment, comme je l'ai dit, les acteurs gouvernementaux et les entités institutionnelles. Ces derniers détiennent des perceptions variables du phénomène. Certaines se référaient à la Convention de 1951 qui ne criminalise pas la migration, ayant pour objectif la quête de protection, pour considérer ce mouvement comme naturel face à des situations instables. D'autres le considèrent comme illégal. Mais un troisième groupe préfère parler de migration sans papier plutôt que de migration illégale ou irrégulière. Pourquoi la distinction est importante? Parce qu'en fait, elle revêt des implications légales et sociales qui mettent en lumière les enjeux liés aux droits de l'homme, notamment les droits à la mobilité, la liberté de mouvement et le droit à avoir une protection légale durant ce genre de parcours. Donc, sur ce point, les acteurs institutionnels exhortent pas seulement le Liban, mais également la communauté internationale et, le cas échéant, les pays européens à respecter leur engagement en la matière. Donc, c'est une entrée en matière qui nous fait réfléchir effectivement sur le qualificatif de ce phénomène. De quoi s'agit-il? Et comment, effectivement, à partir du qualificatif qu'on lui donne, il y a des implications légales, juridiques, relatives aux droits de l'homme qui peuvent en découler. Je commence par les facteurs de poussée relatifs au Liban. En effet, la recherche, les résultats analysés de la recherche montrent qu'il y a un motif principal qui est le désespoir. Et un désespoir qui émerge des défis socio-économiques et politiques au Liban en l'absence de protection sociale. Donc, c'est le principal moteur de la migration pour les groupes vulnérables, pour les personnes vulnérables des trois nationalités. Donc là, il n'y a pas de distinction. Donc, les premiers concernés de ces trois nationalités soulignent que la crise économique au Liban les a plongés dans une extrême pauvreté, entravant la satisfaction de leurs besoins de base. Ils déplorent l'absence de protection sociale et le manque de soutien gouvernemental dans l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Mais aussi, ils déplorent les limites de l'aide des associations locales et internationales à ce sujet. Donc, les acteurs institutionnels, donc pas les acteurs gouvernementaux, attribuent la migration à la mauvaise gestion administrative par l'État libanais de la crise multidimensionnelle du pays, gérée, et là je cite, par une élite politique qui est toujours en contrôle pour créer un cartel et instaurer la servilité. Dans ces contraintes, les premiers concernés, même les survivants des naufrages, affirment que les conditions au Liban sont pires que la menace de la mort en mer. Ce qui les conduit, selon eux, à considérer ce projet comme leur seul échappatoire, en dépit de tous les dangers qu'ils perçoivent à leur projet. Dans ce cadre, la Tripoli. Tripoli, c'est la ville au Liban Nord de laquelle partent les bateaux. Donc, elle constitue un point de départ principal des embarcations, puisque son port facilite les traversées clandestines malgré les dangers et les restrictions migratoires. Donc, cette ville particulièrement, de laquelle part un grand nombre de citoyens libanais, de déplacés syriens et de réfugiés palestiniens, est aux prises avec une extrême pauvreté, des inégalités croissantes, un manque d'accès aux services de base et une absence gouvernementale criante. Dans cette ville existe un grand nombre de camps de déplacés syriens qui sont placés de manière anarchique, très mal gérés, avec une discrimination à l'emploi selon les Tripolitains qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi dans d'autres régions libanaises quand ils postulent pour des emplois dans d'autres régions, alors que la ville souffre de la prolifération d'armes et de drogue. Les gens ont dit même qu'ils n'osent pas faire sortir leurs enfants des appartements à partir de 5h, 6h le soir. Et donc, pour eux, ce sont des conditions de vie qui ne permettent pas à une personne humaine de continuer, et il faut quand même aller chercher de meilleures conditions de vie ailleurs.
L'examen de la situation des réfugiés et des déplacés sur le territoire libanais montre encore des vulnérabilités plus accrues. Donc, les Syriens, quant à eux, les obstacles qu'ils confrontent sont multiples. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de perspective de voie légale de migration, qui souffrent d'un statut précaire qui restreignent leur accès à l'emploi ou parfois qui sont employés avec des conditions d'exploitation énormes, un manque d'accès à l'éducation en dépit de tous les efforts du gouvernement libanais d'assurer l'éducation aux enfants syriens, aux soins de santé également, en dépit de toutes les aides internationales et nationales autour du sujet. Et donc, dans ce cadre-là, toutes ces vulnérabilités s'accentuent avec l'insuffisance et les retards de l'assistance du HCR qui, durant la période de la crise, a commencé un peu à limiter ses aides, ce qui génère un sentiment profond d'exclusion et de désespoir chez ces populations-là. Pour les Palestiniens, la situation est encore plus difficile parce qu'elle est chronique. Donc, les Palestiniens sont là depuis une dizaine d'années et font face à des restrictions sévères imposées par l'État libanais avec une insécurité de plus en plus croissante dans les camps, ce qui les pousse à dire, voilà, on ne peut plus quand même vivre dans une impasse. Et il faut quand même voir comment on peut chercher ailleurs un traitement plus équitable en matière d'emploi, d'accès aux soins de santé, à l'éducation, surtout que les flux des Syriens, des déplacés syriens n'arrêtaient pas. Et donc, de nouveaux déplacés syriens qui arrivaient et qui s'installaient aussi dans les camps, notamment le camp de Nahr el-Barid au nord du Liban, aggravaient la compétition pour les ressources, pour l'emploi, pour l'accès aux services, etc., ce qui exacerbait la précarité effectivement de ces personnes, des Palestiniens vivant dans ces camps. Donc, tous ces facteurs-là, effectivement, vous voyez qu'il y a eu, on voit comme une escalade, donc une situation précaire pour tous les citoyens, pour toutes les personnes qui vivent sur le territoire libanais, encore plus aiguë pour les Tripolitains et encore plus aiguë pour les Syriens déplacés et les réfugiés palestiniens au Liban. La situation n'a pas changé depuis. C'est ça l'idée que oui, on a eu un nouveau gouvernement, on a eu l'élection d'un nouveau président, mais notre action, parce que là actuellement, je suis impliquée dans 3 actions sur le phénomène au Liban, la situation n'a pas changé. Elle va de plus en plus vers une aggravation mélangée à l'espoir d'une amélioration quelconque que les années ou que les mois prochains peuvent nous apporter. Donc, à cette motivation initiale, parce que là, tous ces facteurs, toute cette situation, la complexité de cette situation crée des motifs. Mais ces motifs sont, si vous voulez, encore plus nourris, encore plus alimentés par des facteurs incitateurs. Donc, parmi ces facteurs, les facteurs incitateurs principaux tournent autour de barrières à la migration légale face à l'attraction de l'Europe. Donc, les personnes concernées veulent aller en Europe, mais ils manquent d'accès aux voies légales, ce qui les incite à entreprendre la migration irrégulière. Et pourquoi ils ont ce manque d'accès aux voies légales? Pour différentes raisons, telles que des accusations criminelles, le manque de documents officiels et dans le temps aussi le manque d'accès des Libanais eux-mêmes à des passeports, ainsi que les politiques migratoires restrictives de l'Europe sur lesquelles on va revenir dans l'axe 2. L'emplacement géographique du Liban est un facteur incitateur conjugué aux défaillances dans le contrôle des frontières maritimes parce que les côtes libanaises sont proches de l'Europe et de la Turquie, donc les gens pensent qu'ils peuvent accéder facilement à cette région. Surtout que le contrôle des frontières souffre du manque d'efficacité des forces de sécurité maritime qui sont accusées par tout le monde, y compris par les premiers concernés, de négligence et de retard dans la prévention et la gestion des départs clandestins. Dans tout cela, le marché de trafic au Liban est structuré et ingénieux.
Donc, c'est un marché bien organisé qui réussit facilement à atteindre et à attirer un large groupe de victimes potentielles. Les trafiquants utilisent de manière stratégique les réseaux sociaux et les médias numériques pour fournir des informations complètes sur les itinéraires, les coûts et les modalités. Donc, en fait, c'est un marché bien installé qui réussit quand même à bien se faire vendre. Et les trafiquants arrivent également à se présenter comme étant des organisations légitimes pour offrir des services et des aides. Donc, ils se cachent derrière le profil ou bien le nom d'associations qui ont de la légitimité pour offrir une aide. Et de là, ils attrapent, si j'ose dire, leurs victimes potentielles. Donc, en retour à l'un des objectifs de la recherche, et qui était celui de comprendre comment les gens prennent leurs décisions, donc d'explorer le processus de prise de décision migratoire, on a remarqué que ce processus est effectivement altéré par des fragilités et beaucoup de désinformation. Donc, les décisions de migration, si vous voyez un peu le cycle, les décisions de migration sont souvent prises dans l'urgence, en réaction à l'effondrement économique du pays. Donc, des gens ont dit que ça fait quelques années qu'ils méditaient la décision de voyager, mais du jour au lendemain, quand il y a eu l'effondrement économique du pays, ils ont pris le bateau. Et donc, mais également, la décision est rarement autonome, parce qu'elle est influencée par des proches. L'information autour de la décision est en gros des informations erronées, surtout quant à la sécurité de la traversée. Les survivants et les personnes arrivées à destination affirment avoir à tort considéré les passeurs comme étant fiables et soucieux de leur sécurité. En mer, ils découvrent qu'ils les avaient délibérément désinformés, notamment sur la qualité du voyage, le nombre de personnes à bord, les équipements de sécurité, mettant leur vie en danger pour des gains financiers. Quand ils manquaient de confiance dans les trafiquants, ils se tournaient vers les migrants ayant déjà réussi la traversée. Ces derniers minimisaient souvent les risques encourus et disent que c'est très facile quand même de traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. On a demandé à ces personnes-là quels sont vos plans et on a demandé à tous les voyageurs des trois profils, ceux qui planifiaient un voyage, les survivants et ceux arrivés à destination, quel était votre plan ou quel est votre plan quand vous arrivez en Europe? Et là, l'absence de plan était frappante dans ce processus de prise de décision. Plusieurs ne possédaient aucun réseau dans le pays ciblé, mais misaient sur leur perception souvent idéalisée des opportunités. Donc, ils disent, on connaît des personnes, on a des proches, peut-être que mon fils va venir de l'Allemagne vers la France pour me rejoindre. Donc, il n'y avait pas vraiment de plan concret. Donc, et en dépit de ceci, ces personnes s'endettaient, vendaient leurs biens et continuent à le faire. Parce qu'il y a pas mal de gens qui continuent à le faire pour avancer vers la mer, mettant leur destin, et là je cite, entre les mains de Dieu. Donc, avec une foi inébranlable, si Dieu le veut, j'arrive, si Dieu ne le veut pas, je meurs en mer, et de toute manière, je suis mort. Au Liban, je suis mort, et en mer, je pourrais être mort. Je tente ma chance, et si j'arrive, je gagnerai une belle vie, je gagnerai la belle vie. Donc, le plus frappant, c'est que dans les expériences partagées, c'est que malgré les dangers, les pertes, les traumatismes, les décès, etc., 54 individus des 131, des 3 nationalités, dont 23 survivants. Et donc, quand je dis survivants, c'est des gens qui ont en grande partie aussi perdu des proches en mer. Et 31 arrivés à destination persistent dans cette entreprise risquée. Certains d'entre eux disent préférer la noyade à leur situation actuelle au Liban. Et cette persistance est alimentée par la colère envers le gouvernement libanais
est exacerbée par le manque d'informations sur les disparus, parce que c'est les survivants et également certaines personnes arrivées à destination avaient des proches disparus en mer sans avoir aucune information du sort de ces disparus, ce qui renforce encore plus leur désespoir qui motive leur départ tragique en mer. J'arrive à l'axe 2, qui est, si vous voulez, l'autre bord de la Méditerranée, l'autre facette de la médaille. Les facteurs d'attraction européens et les conditions d'accueil qui ont révélé quand même que le parcours de ces migrants-là est un parcours aux prises avec une grande tension entre leurs aspirations et leur expérience concrète. Donc, on a vu qu'effectivement, les facteurs de poussée et d'attraction entre le Liban et l'Europe sont façonnés par une dynamique qui oscille entre le désespoir vécu au Liban et l'espoir de la belle vie à laquelle on tend en Europe. Donc, la décision de migrer est influencée par des conditions contextuelles contradictoires liées aux deux pays. L'Europe apparaît pour ces gens comme une lueur d'espoir pour un meilleur avenir et pour accéder à des droits fondamentaux. Les pays privilégiés, les destinations privilégiées des migrants que nous avons interviewés incluent l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Belgique et la France. Malgré les risques mortels de la traversée, ces pays avaient une attractivité irrésistible à laquelle ces gens ne pouvaient pas résister. Et donc, ils aspiraient à reconstruire leur vie dans la dignité au sein d'un État garantissant sécurité, stabilité, meilleure qualité de vie. Donc, ils s'accordent à dire que les pays européens leur offrent un accès facilité aux services, à l'emploi, aux soins de santé, à l'éducation. Les lois sont appliquées rigoureusement en Europe, leurs droits seraient respectés et chaque personne sera protégée contre la violence et la persécution. Donc, voyez là, si vous voulez, les attentes énormes que ces migrants mettaient sur l'Europe. Ils misaient sur vraiment une vie indemne de n'importe quelle difficulté. Donc, ces attentes, en effet, quand on les a examinées en tant que chercheurs, et certainement en nous basant sur les propos des migrants, nous avons pu constater qu'elles sont démesurées par rapport à l'Europe. Donc, ils prennent souvent leurs décisions sur la base de leur perception idéalisée plutôt que de réalités concrètes. Ils s'attendent à des procédures rapides d'installation et de regroupement familial en s'appuyant sur leur réseau informel, leurs connaissances, leurs proches ou sur l'aide d'organisations internationales, notamment l'aide du HCR. Leur plan à l'arrivée reste quand même flou. Mais pour une minorité, le lien avec le pays est établi à travers les membres de la famille et des amis. Donc, ces attentes, effectivement, sont nourries par des récits de réussite, sont déconnectées des réalités administratives et juridiques des pays. Donc, ces gens-là s'orientent vers l'Europe, pensant que tout va être réglé à leur arrivée. C'est des gens qui manquent d'informations sur les procédures d'asile, d'intégration, de naturalisation, ce qui alimente leur illusion d'une acceptation rapide et d'une stabilité garantie. Alors que ces processus sont souvent complexes, longs et semés d'obstacles. Et donc, voilà, si vous voulez, comment on voit un peu la dynamique des choses. Des personnes désespérées au Liban s'orienter vers l'Europe à travers la mer en confrontant tous les dangers parce qu'ils pensent qu'en Europe, ils vont vivre quand même une vie digne, indemne de n'importe quelle difficulté. Ils vont avoir accès à tous leurs droits fondamentaux, à la protection sociale, etc. Toute la procédure de naturalisation va être aussi simple que boire un verre d'eau. Et donc là, ces gens-là se heurtent, commencent à se heurter. Et là, je commence, si vous voulez, à me référer à l'expérience des personnes arrivées à destination.
se heurtent à un accueil contraignant et à des procédures complexes qui menacent pas mal de fois leurs droits. Donc, malgré, à leur arrivée, il y a eu des améliorations. Mais en dépit des améliorations, il y a eu des déceptions. Les améliorations, certainement, sont liées à l'accès à des services de base, à un soutien financier. Mais si on examine un peu le parcours, l'itinéraire qu'ils ont traversé, on voit que à leur arrivée, certains ont dû attendre longtemps en mer avant d'être secourus. Ils ont été ensuite transférés au service de l'immigration pour évaluer leur statut de séjour, où ils ont quand même vécu des contraintes majeures telles qu'une privation de liberté, l'impossibilité de contacter qui que ce soit durant le processus d'évaluation du statut de séjour, une absence de communication angoissante quand même. Dans certains cas, l'évaluation du statut a conduit à une décision de résidence temporaire dans des camps de réfugiés. Donc, un séjour éprouvant également. En dépit de l'assistance d'organisations internationales qui a été rapportée. Parce que certains de ces répondants ont estimé que ces services ont amélioré leur qualité de vie. Cependant, un nombre assez important parmi eux a quand même partagé une certaine souffrance durant cette période. Ces gens ont déploré une certaine privation de liberté, de déplacement durant leur séjour dans les camps de réfugiés. Ils décrivent un isolement social ainsi qu'un manque d'accès à l'éducation, à l'emploi, parce qu'ils ont quand même séjourné dans ces camps pendant une année, un an et demi, 2 ans. Dans ces conditions déplorables, ils disent se sentir enfermés dans une prison à ciel ouvert. Et en raison des exigences du système d'asile européen, certains ont même reçu un avis de déportation, les plongeant dans des procédures légales coûteuses bien au-delà de leurs moyens. Donc ça, c'était l'expérience à l'accueil, juste à l'accueil. Mais une fois admis dans les pays d'accueil, leurs difficultés semblent persister, générant ainsi des regrets. Donc, après la régularisation de leur statut, certainement, il y a eu une amélioration de leurs conditions de vie. Mais donc, d'un côté, leur niveau de vie s'est nettement amélioré. Plusieurs d'entre eux expriment leur satisfaction à l'égard de leur situation actuelle, évoquant l'accès aux services de base auxquels ils tendaient depuis qu'ils étaient au Liban. Le soutien financier fourni par l'État hôte a été mentionné comme un avantage significatif, ainsi que le respect de leurs droits sans discrimination, qu'ils considèrent comme un facteur déterminant du succès de leur voyage. Cependant, en dépit de ces acquis notables, ces migrants disent être confrontés à des obstacles économiques persistants, notamment l'impossibilité de trouver un emploi stable en raison des politiques d'immigration et d'emploi des pays d'accueil. Ils rapportent une dégradation de leur situation économique, marquée par l'incapacité à soutenir leurs proches ou à subvenir pleinement aux besoins de leur famille. Et donc là, si vous voulez, également, ils commencent à réaliser ou à se heurter à des obstacles relativement similaires à ceux qu'ils confrontaient au Liban. L'accès aux soins de santé, à l'éducation est resté variable et insuffisant selon les politiques et les ressources disponibles. Mais ce qui est le plus marquant chez ces migrants-là, et ce qu'ils disent, c'est que la migration en Europe a profondément modifié leur existence en tant qu'êtres humains, les privant de leurs repères et les forçant à s'adapter à une culture différente. Contrairement au Liban où les interactions entre voisins et amis sont valorisées, les répondants disent souffrir d'un isolement social dans une société où chacun reste replié sur soi-même. Cet isolement est tel qu'une participante syrienne a déclaré « Si quelqu'un venait à mourir chez lui, personne ne s'en soucierait ». Et donc, beaucoup regrettent amèrement leur départ, commençaient à regretter amèrement leur départ du Liban, après avoir vendu leurs biens ou s'être endettés pour financer leur périple. Se retrouvant sans argent à leur arrivée,
Certains témoignent même de situations d'itinérance, incapables de payer leur loyer, faute de soutien des autorités légales à cet égard. Cependant, la blessure qui les accompagnait tout le temps, c'était leur incapacité de réunir leur famille. Parce qu'effectivement, les procédures de naturalisation et de groupement familial n'étaient pas assez simples qu'ils le pensaient. Donc, cet obstacle, si vous voulez, exacerbe un peu leur déception et ils se trouvaient aux prises avec un dilemme immense. Ils ne pouvaient pas retourner au Liban parce que retourner au Liban est perçu comme un échec irrévocable. Et là, c'est important de dire que les survivants, suite à des naufrages en mer, ont vécu beaucoup de stigmatisation de la part de leur entourage. Et donc, ces personnes-là voyaient le retour au Liban comme un échec irrévocable, tandis que le processus complexe de réunification familiale ne pourrait pas être quand même est dur à traverser et entraîne une séparation prolongée, source de détresse et de regret. Donc, de retour au Liban, on a voulu quand même explorer un peu les stratégies mises en place. Et là, on a pu voir que les stratégies se limitaient à deux grandes dimensions, la prévention et les interventions post-migration. La prévention, quant à elle, on peut décrire, si vous voulez, on a pu quand même repérer différentes actions préventives, de sensibilisation, d'information, des services de counseling, un support économique, mais à une minorité, des projets qui ne visaient pas à prévenir la migration maritime irrégulière en tant que telle, mais à créer des opportunités d'emploi pour les groupes vulnérables. Et quelques activités limitées de plaidoyer pour la mobilité internationale auprès des autorités libanaises et des autorités internationales. L'aide post-migration, en effet, c'est une aide qui cherche à gérer le phénomène. Donc, certainement, il y a un soutien les services de secours d'urgence à côté de ces services-là. Il y a certainement des thérapies et le soutien psychosocial aux personnes qui ont traversé un tel traumatisme, des expertises juridiques qui assuraient aux enfants des services de protection, tels que l'adoption en cas du décès des parents, l'accompagnement en situation d'arrêt lors des opérations de contrôle migratoire. Donc, également, cette assistance juridique sert à recouvrir des propriétés hypothéquées afin de financer les frais du voyage, à récupérer des passeports confisqués par la Sûreté générale. Dans cet ensemble, les femmes étaient considérées et les enfants comme étant des groupes extrêmement vulnérables, donc une attention particulière est portée à ces groupes-là, leur assurant un soutien financier, un logement sécurisé, un accompagnement juridique et psychologique plus pointu. Et selon les acteurs concernés par l'offre de cette aide, par cette offre de service, il y a une dynamique de collaboration qu'il visait à instaurer afin quand même de garantir autant que possible une offre de services structurée et complémentaire à la base d'une collaboration des différentes parties prenantes. Mais cependant, ces actions sont limitées. Et là, on voit, quand on regarde les actions en tant que chercheur, en tant qu'acteur, en tant que travailleurs sociaux, on peut facilement constater que ces actions sont limitées par rapport à l'ampleur et à la gravité du phénomène. Selon les acteurs concernés, ils sont liés par des contraintes financières qui entraînent une pénurie de ressources, un manque de personnel, et donc ce qui les oblige à faire des interventions sélectives selon des critères de priorité pour pouvoir répondre aux besoins les plus pressants. Et pour eux, ce qui pèse le plus, c'est l'absence d'une stratégie nationale qui se fait lourdement sentir et qui conduit à des stratégies improvisées et ponctuelles, faute d'un plan organisé sur le long terme.
Donc, et c'est dans cette, si vous voulez, sur la base de ces limites, de ces contraintes, que les acteurs recommandent la mise en place d'une approche globale et holistique dans le cadre d'un programme national qui inclut des activités de sensibilisation. Il exhorte l'État à bien gérer, à mieux gérer la crise économique, à mieux préserver la stabilité et la sécurité, à garantir les droits fondamentaux, à militer pour le droit à la mobilité, etc. Donc, vous voyez que ces acteurs-là mettent en place des actions, font de leur mieux pour lutter contre le phénomène ou pour le gérer, mais leurs actions font face à des limitations importantes, considérables, et à partir de ce qu'ils vivent sur le terrain, si vous voulez, de leur lutte quotidienne sur le terrain, ils recommandent l'instauration d'une approche globale et holistique. Et dans cette recommandation, ils disent, écoutez, le gouvernement libanais doit jouer un rôle central de leadership dans une approche partenariale pour gérer toute cette question-là. Les acteurs humanitaires présents sur le territoire libanais, les agences onusiennes, les organismes internationaux ont une responsabilité. Il faut qu'ils coopèrent, il faut qu'ils soutiennent davantage le Liban dans la transparence et dans l'équité. Donc, voyez un peu la situation, le phénomène avec sa gravité, le vécu des acteurs actifs sur le phénomène et aussi leur souffrance à eux aussi et leur espoir ou bien leur recommandation pour gérer le phénomène. Donc, là, on arrive, si vous voulez, au point culminant de la recherche où on a voulu analyser ces résultats qu'on a collectés à la lumière de notre cadre d'analyse. À la lumière de notre cadre d'analyse et ces trois composantes, les facteurs de poussée d'attraction, la bonne gouvernance nationale et la nécessité d'une gouvernance migratoire. Et effectivement, on a pu quand même faire sortir 5 constats principaux. Donc, je ne vais pas tarder sur les constats parce qu'ils sont basés sur les résultats, mais ils servent à mettre en lumière, si vous voulez, l'idée majeure qui ressort de cette recherche. Donc, le premier constat stipule que la gouvernance nationale défaillante au Liban compromet la gestion de la migration irrégulière et la gouvernance migratoire. Donc, le Liban est un pays qui a vécu un effondrement économique aigu en 2019, exacerbé par des crises successives telles que la pandémie de la COVID-19, l'explosion du port de Beyrouth, qui ont aggravé la pauvreté, le chômage et l'accès limité aux services essentiels, poussant de nombreux Libanais à l'exil. À Tripoli, la ville de départ de ces bateaux, la marginalisation socio-économique et la mauvaise gestion des flux de déplacés syriens est encore plus grave. Donc, et elle illustre encore davantage les vulnérabilités de la gouvernance. Donc, et là, à un niveau local. Donc, faute d'une gouvernance efficace répondant aux principes de stabilité politique, d'efficacité gouvernementale et d'état de droit, le Liban peine à mettre en place des politiques migratoires adaptées. Donc, on s'est dit, dans un pays en défaillance d'une gouvernance nationale, comment voulez-vous qu'il soit capable quand même de mettre en place une politique migratoire adaptée? Donc, le pays est dépassé. Des réformes structurelles sont nécessaires quand même pour améliorer la résilience et réduire les facteurs de migration forcée. Et ces réformes structurelles ne peuvent pas commencer par la gouvernance migratoire. Elles doivent commencer quand même par la gouvernance nationale. Donc, c'était, si vous voulez, notre premier constat. Le deuxième constat met en lumière que la situation migratoire au Liban expose une escalade de vulnérabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez les déplacés syriens et les réfugiés palestiniens, aggravée par un cadre juridique restrictif, un accès limité à l'emploi et aux services sociaux, et des mécanismes de protection insuffisants. S'y ajoutent les limitations des services des agences onusiennes et actuellement, en 2025, les coupes récentes de l'aide des États-Unis qui aggravent la situation. Donc, face à l'absence de perspective de retour, de migration légale, donc les déplacés, les réfugiés, qui se sentent enfermés sur ce territoire libanais et ils ne voient dans la mer que leur seul échappatoire. Dans ce contexte, notre constat tendait ou bien visait à mettre en lumière que le Liban à lui seul ne pourrait pas porter la responsabilité de la gestion de ces flux migratoires sur son territoire. Une mobilisation internationale est nécessaire pour garantir une réponse adaptée et durable.
Donc, peut-être c'était important de le dire à un certain moment de la présentation avant, c'est que le Liban, en tant que territoire constitué d'un 10 000 quelque chose kilomètres carrés, est le pays qui reçoit, le deuxième pays au monde qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés et de déplacés sur son territoire. Et dans une dynamique internationale où le resettlement, comme disent les Anglais, l'installation dans un pays tiers n'est pas envisagée de manière assez sérieuse et de manière assez équitable par rapport aux pays en difficulté comme le Liban. Et donc, ce constat visait à dire les flux migratoires sur le territoire libanais sont des flux qui sont difficiles à gérer et nécessitent une approche coordonnée de gestion migratoire et de coopération internationale. Le troisième constat visait à mettre en lumière que le désespoir des migrants n'est pas un facteur personnel. Il se présente comme étant un facteur de poussée personnelle, mais effectivement, c'est un facteur enraciné dans le structurel. Face à la détérioration constante des conditions de vie et l'absence de solutions durables, la migration maritime qui devient l'unique échappatoire pour ces personnes-là montre la fragilité de leur processus décisionnel qui est nourri par un manque de confiance envers l'État libanais. Et donc, ces gens choisissent de se fier à des informations erronées. Ils savent qu'ils sont en quelque sorte désinformés. Ils s'endettent pour financer leur voyage parce qu'ils veulent une voie de sauvetage. Ils veulent sortir de là. Donc, dans ce contexte vulnérable, ils sont exploités par des trafiquants. Cette vulnérabilité est exploitée par les trafiquants qui opèrent dans un contexte de gouvernance défaillante et dans un contexte d'absence de contrôle des frontières. Donc, le fait que plusieurs, après avoir vu la mort en mer, choisissent quand même de reprendre le voyage périlleux, ça c'est très significatif. Ça veut dire qu'il y a un cycle infernal qui nous pousse à considérer les liens entre les facteurs structurels de la gouvernance locale et migratoire, ainsi que les processus psychologiques qui sont étroitement liés à ces facteurs structurels. Donc, le Liban, incapable de garantir le bien-être socio-économique de ses habitants, de renforcer leur résilience et de leur assurer une mobilité sécurisée dans des conditions dignes, encourage ainsi les départs par la mer. Cette complexité appelle des solutions intégrées tenant compte à la fois des aspirations individuelles et des réalités structurelles. Le quatrième constat, là c'est un constat qui est en lien avec l'Europe. Il avance que les dynamiques migratoires entre le Liban et l'Europe sont façonnées par l'interaction complexe des facteurs de poussée et d'attraction entre ces deux régions. Donc, l'attrait des pays européens repose sur leur stabilité politique, la protection des droits et les opportunités économiques qui contrastent avec la gouvernance défaillante au Liban. Cependant, ces aspirations se heurtent à des politiques migratoires restrictives, des procédures administratives complexes, des obstacles à l'intégration, tels que la précarité économique, les barrières linguistiques et culturelles. Donc, ces défis soulignent la responsabilité et l'engagement nécessaires de l'Europe pour élaborer une gouvernance migratoire plus équilibrée, garantissant un accès équitable aux droits et aux ressources pour les migrants et surtout le droit à la mobilité. Le dernier constat, en effet, il souligne que les stratégies libanaises de gestion et de la migration restent fragmentées et essentiellement palliatives, faute d'une politique nationale intégrée. Les mesures préventives peinent à avoir un impact durable et on le sait tous. L'accompagnement des survivants vise à atténuer les conséquences des naufrages, mais reste limité par l'absence de coordination stratégique. Donc, les acteurs institutionnels disent collaborer entre eux, mais effectivement, leur collaboration repose sur des interventions ponctuelles, sans cadre cohérent de gouvernance migratoire. Donc, cette absence de planification entrave l'efficacité de ce qui est mis en place comme action. Donc là, si vous voulez, j'arrive à la fin presque à la fin de ma présentation pour souligner que certainement, une recherche qualitative a ses limites.
relative au nombre de l'échantillon, si vous voulez, à la nature des personnes qu'on a pu quand même atteindre, et que certainement, cette recherche ne peut pas prétendre couvrir ou offrir une compréhension exhaustive du phénomène, mais elle permet quand même d'offrir une compréhension qui incite à des actions plus ciblées, plus pertinentes et plus éclairées. Et à partir de cette recherche, effectivement, nos recommandations ont porté sur deux plans principaux. L'importance de renforcer la gouvernance nationale et l'importance d'élaborer un plan de gouvernance migratoire adapté au contexte libanais. Certainement, pour promouvoir la gouvernance nationale, retourner aux indices de la bonne qualité institutionnelle, de la bonne gouvernance, et quand même élaborer un plan stratégique libanais visant à renforcer cette gouvernance est nécessaire. Donc, c'est une théorie qui nécessite quand même d'être appliquée. Mais comment l'appliquer? Nous, effectivement, ce qu'on a pu effectivement, excusez-moi. Donc, ça, c'était par rapport à la gouvernance nationale. Mais au niveau de la gouvernance migratoire, on s'est dit, oui, le Liban, jusque-là, il se présente comme étant un pays de transition et non pas de refuge. Il n'est pas signataire de la Convention de Genève, donc il se présente comme étant un pays de transition. Cependant, au-delà de cette déclaration, il n'y a pas de politique qui dit qu'est-ce que ça veut dire un pays de transition, qu'est-ce que ça veut dire, comment un pays de transition gère-t-il les flux migratoires, et dans le cadre de quel partenariat, etc. Et donc, ceci nous a poussé à dire, écoutez, là, si on va vraiment gérer ce phénomène de migration irrégulière, qui n'est à notre avis qu'un symptôme, parce que le manque de migration, d'un cadre de gouvernance migratoire adapté au contexte libanais génère différentes problématiques qui ne sont pas encore peut-être mises en lumière. Entre autres, les tensions intercommunautaires, les compétitions sur l'emploi, les compétitions sur l'éducation, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, la protection sociale, la protection des violences, etc. Le manque d'un cadre de gouvernance migratoire est responsable d'une panoplie de problématiques sur le terrain libanais. La migration maritime irrégulière n'est qu'un symptôme. Et donc, on s'est dit, c'est important quand même d'instaurer ce cadre de gouvernance migratoire. On a quand même recommandé de s'inspirer du cadre de gouvernance migratoire de l'OIM avec ses trois principes et trois objectifs. Mais effectivement, un cadre contextualisé peut dépasser le cadre de gouvernance migratoire parce qu'il pourrait se baser sur les spécificités du contexte libanais. Et dans ce cadre, on s'est dit, on aimerait bien, ou bien on recommande que l'élaboration de ce cadre soit basée sur une démarche scientifique d'élaboration de politique. Donc, on a recommandé quand même de prendre ce processus par son bout, de commencer par l'identification du problème, de formuler les solutions de façon interdisciplinaire et partenariale, de trouver des stratégies pour l'inscrire sur l'agenda politique, de le mettre en œuvre sous l'égide du gouvernement libanais et de le suivre et de l'évaluer. Mais effectivement, la recherche est terminée en juin passé. Il y avait beaucoup d'acteurs étatiques présents lors de la diffusion des résultats. Ils ont été très enthousiastes à l'idée, etc. Mais en effet, avec le début de l'année 2024-2025 et l'éclatement de la guerre au Liban, le tout a été gelé et on n'a pas pu avancer dans ce projet. Jusqu'en janvier 2025, effectivement, là, la chaire
a commencé un nouveau projet qui vise à élaborer un cadre de gouvernance migratoire adapté au contexte libanais avec la participation des différents acteurs gouvernementaux et internationaux. J'ai réussi quand même à prendre rendez-vous avec la nouvelle ministre des Affaires sociales libanaise pour voir dans quelle mesure le ministère des Affaires sociales pourrait quand même accepter que ce projet se fasse sous l'égide de ce ministère-là. Sinon, je vais tenter ma chance avec d'autres ministères parce qu'en effet, j'ai la conviction en tant que titulaire de cette chaire que l'élaboration d'un tel cadre exige un leadership proactif du gouvernement libanais, exige un engagement de la communauté internationale, suivant une démarche scientifique, bien entendu. Mais si nous, en tant que chercheurs, on arriverait à élaborer un cadre avec les meilleures méthodes scientifiques du monde, sans l'implication de ces deux instances principales, le cadre qu'on va élaborer aurait de grandes chances de rester dans les tiroirs. Donc, voilà le nouveau projet qui se lance à partir de cette recherche et je finis là par vous remercier de votre attention et de votre présence. Merci beaucoup, Waïda, pour cette intervention magistrale. Voilà. J'ai peut-être envie d'une première réaction. Enfin, on peut sans doute pas, enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, je ne peux pas me positionner et entendre cette intervention seulement comme un chercheur. Enfin, voilà, tu nous as présenté une recherche de manière très claire. Les résultats sont assez évidents. Le cadre d'analyse est très convaincant hein, dans la prise en compte d'une complexité. Voilà, donc je trouve que ça fait avancer la connaissance, ce travail-là, vraiment. Ça permet vraiment d'identifier toutes les dimensions de phénomènes. Après, ça nous interpelle aussi, en tout cas moi, ça m'interpelle en tant que citoyen européen, bien sûr. Voilà, quand même la situation de ces personnes est extrêmement dramatique. Voilà, elles ont vécu une situation épouvantable avant d'arriver au Liban, en tout cas pour les non-libanais. Elles vivent au Liban une situation épouvantable, elles vivent en mer une situation épouvantable. Quand elles arrivent en Europe, en tout cas au moins pendant un certain temps, pour celles qui peuvent y rester, elles vivent à nouveau une situation épouvantable. C'est un scandale absolu, quoi. Je trouve que c'est sans doute la plus grande défaillance de notre démocratie européenne aujourd'hui, dont on ne parle pas parce qu'il y a d'autres sujets extrêmement graves qui nous affectent. On n'en parle pas ou très peu, alors que ça constitue sans doute la plus grande défaillance de démocratie de laisser faire ça. Voilà ce que j'avais envie de dire dans un premier temps. Après, reprenons le débat scientifique, mais peut-être pas seulement. Je donne la parole on a une vingtaine de minutes hein, pour échanger. Voilà, si les uns et les autres souhaitent prendre la parole, vous pouvez lever la main avec la petite icône qui est présente en haut de l'écran. Vous pouvez aussi prendre la parole plus spontanément si vous le souhaitez. Souhaite intervenir. Abdulrahman. Je dois activer mon micro. Merci Waïda pour votre présentation vraiment très riche, avec beaucoup d'informations et beaucoup de rigueur dans cette recherche-là. On voit la complexité de phénomènes et les différents facteurs avec différents niveaux qui rendent la situation beaucoup plus complexe, qu'il soit au niveau géopolitique, qu'il soit au niveau économique du Liban, qu'il soit la crise syrienne, qu'il soit la guerre palestinienne. Où on voit tous les facteurs qui compliquent la situation. Vous avez évoqué pas mal des éléments aussi au niveau de payer de passoire, ou un passoire au pays de, il n'y a pas un règlement, il n'y a pas une vraie définition. Je crois que vous avez fait beaucoup d'efforts pour avoir toutes ces informations-là autour de phénomènes. Je vous remercie vraiment pour toutes ces informations-là. J'avais quand même quelques remarques et peut-être questions. Je ne sais pas, vous allez me dire si vous allez réagir ou pas, mais
des choses qu'on m'a questionnées, on va dire, au niveau des facteurs, on va dire, au niveau de motivation que vous avez évoqué, mais je crois que c'était pas, je sais pas, pour moi, on pouvait insister un petit peu plus là-dessus au niveau de l'influence. L'influence des patriotes ou compatriotes, les gens qui sont arrivés. Vous avez évoqué, je ne dis pas non, mais je pense que c'est un des éléments qui pourrait mieux expliquer. Ce qui a généralisé, à mon avis personnel, les résultats ou repérer ces éléments-là, c'était quand on a mélangé 3 nationalités. À mon avis, la cause, l'origine de la demande de partir, c'était pas identique. Pour un Syrien, c'est plutôt une refuge, une exil, pour Palestiniens également. Mais de quel Palestinien on parle? Celui qui était au Liban déjà ou quelqu'un qui vient d'arriver à cause de la crise? Et de le comparer avec les Libanais suite à une crise économique, une dégradation, comme vous l'avez évoqué, qu'il soit Covid-19, qu'il soit l'aspect politique, l'explosion de Port-Beyrouth, beaucoup d'éléments qu'on a fait que donc, on est dans un climat plutôt instabilité économique, sociale. Je pense que s'il y avait une séparation nette dans ces résultats ou dans la manière d'aller interroger ces personnes, à mon avis personnel, c'était peut-être il aurait dû avoir beaucoup plus de clarté dans les résultats. Même si, quand on regarde au niveau des personnes que vous avez interrogées, pour moi, je dis, tiens, il y a 47 Libanais qui ont été interrogés, 39 Syriens et 42 Palestiniens. Je dis, c'est vrai, ils ne sont pas loin trop l'un de l'autre, mais quand on regardait vos chiffres dans l'introduction, bah, c'était une explosion au niveau des Syriens. Pour moi, il n'y avait pas un équilibre au niveau des échantillons de recherche ou de cette étude-là qui pouvait être, comment dire, équilibrer l'échantillon à travers de ces éléments-là. C'est une première remarque. Ma deuxième remarque, c'était sur l'utilisation de termes migration sans papier. Je me suis dit, pourquoi on n'utilise pas demandeur d'asile, réfugié, exilé? Pourquoi on le met dans le cas? Oui, d'accord. Si on va reprendre la migration, à mon avis personnel, il n'y a pas une définition juridique qui peut réunir tout le monde, puisque oui, il n'existe pas, en tout cas à mes connaissances, il n'existe pas une définition nette juridique et tout pour la migration, alors qu'on a des définitions pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés, pour les exilés, on a des définitions précises telles que définies par la Convention de 51 de Genève. On peut voir des éléments là-dessus. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser des termes bien fixes aussi qui pouvaient encore clarifier l'étude et ses résultats. Troisième remarque, c'était au niveau des expériences, une fois que vous avez demandé à ces personnes au niveau de leur après-arrivée. 3 éléments qu'on m'a un petit peu perturbé au niveau des retours que je reçois ou que je vois moi aussi personnellement. Une dégradation économique, un accès de soins et l'accès à l'éducation. Vraiment, je ne vois pas, en tout cas à travers des constats que je peux faire, à travers de ce que j'ai pu ramener moi aussi personnellement, je ne vois pas ces difficultés-là, ou je ne repère pas la même difficulté. Au contraire, je vois une aide, une capacité au niveau financier. Ces gens aident leurs proches dans le pays d'origine. Au niveau accès des soins, ils ont un système, en tout cas en France, je crois que c'est le cas en Allemagne et aux Pays-Bas aussi, un accès aux soins qu'ils n'auront pas, qu'ils soient au Liban, qu'ils soient en Syrie ou qu'ils soient en Palestine. Ils n'auront jamais cet accès aux soins, cette capacité en fait d'être soignés
à un moment donné. Et éducation aussi, peut-être, là aussi, j'étais pas tout à fait, j'ai pas été convaincu là-dessus parce que l'éducation que leurs enfants ils ont en Europe, je pense pas qu'ils auront la même, comment dire, hein, possibilité en tout cas dans le pays d'origine. C'est vrai, il y a un aspect d'isolement social et des barrières linguistiques qui vraiment qui. Ah, elle est plus là, Weida? Oui, sa vignette Bon, elle s'est effacée il y a peut-être 20 secondes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être un problème de connexion. c'est possible. En tout cas, peut-être je pourrais me réexprimer quand il va arriver. Mais pour moi, cet isolement social, OK, qui dégrade la santé mentale de manière générale, mais qui est lié aussi au parcours, le déplacement, même avant le déplacement. Et il y a un aspect psychologique, je viens dans ma spécialité, qui bloque. Et peut-être aussi les démarches, parce qu'au niveau de gestion, Waïda a parlé beaucoup de la gestion ou la gouvernance qu'elle a appelée de migrants ou ces personnes-là, mais c'est pas mis, comment dire. Il y a aussi des obstacles et des enjeux dans le pays d'accueil aussi. Au niveau administratif, au niveau institutionnel, il y a des obstacles. Il y a, euh, il y a des difficultés liées au système. Par exemple, quelqu'un arrive en France, il va déposer sa demande par quelle institution il va faire ses demandes, à quel moment on va lui prendre rendez-vous à la préfecture. Sous 21 jours, il doit envoyer un dossier splendide à l'OFPRA pour pouvoir accéder aux droits. Il y a beaucoup de démarches aussi qui font que ils ont des difficultés, oui, mais entre accepter, en train de faire la demande et reconnu, c'est pas la même chose aussi. Les enjeux, ils sont pas identiques. Donc, il y a beaucoup de remarques comme ça. J'aurais aimé voir Weida là-dessus, mais c'est pas grave. Je pourrais m'exprimer après aussi s'il le veut. Oui, j'ai essayé de la joindre à la fois par mail et puis par SMS. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais écoutez, peut-être que d'autres personnes peuvent également réagir. Voilà, en espérant qu'Aïda puisse se reconnecter. Il y a parfois des problèmes de coupure d'électricité. Bah, si Dans c'est des échanges avec elle, l'électricité, voilà. probablement ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Mais moi, je voulais me joindre à toi, Philippe, dans l'expression de la richesse de cet exposé. Et c'est vrai que, enfin, que nous, là, de notre place, parfois, c'est parfois pas évident de réagir par rapport à des situations comme celle-là qui, humainement, c'est tellement fort qu'avoir une position plus de distance scientifique, mais c'est notre rôle aussi que d'intervenir là-dessus. Euh, je trouvais assez impressionnant l'amplitude de la recherche, à la fois sur des niveaux très proches des réalités de ce que vivent les gens, et puis très au niveau des décisions macrosociales, des organisations gouvernementales et puis aussi non gouvernementales, quoi. Voilà, c'était plus Oui, il y l'amplitude a un de la problème de recherche. connexion, non? Hmm. Je continue, voilà, mais c'est ce que je voulais. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que je mette. Excusez-moi, en fait, j'ai Waïda sur WhatsApp là. Il y a une coupure de connexion à l'université. Donc peut-être, Waïda, est-ce qu'éventuellement, dire, tu peux rester avec ton téléphone et puis je mets le haut-parleur et on essaye de travailler comme ça. On nous reste encore 5-10 minutes. Est-ce que c'est une option? Ok. Écoute, je propose qu'on essaye de fonctionner comme ça. Je vais mettre le haut-parleur de mon téléphone. Voilà. Donc il y a Jean-François qui est en train de s'exprimer. On va peut-être lui redonner. Ah,
Waïda et peut-être ouais. On ne t'entend plus, Philippe. Est-ce que On vous ne t'entend m'entendez là? plus. Non, ouais, attendez un instant. Je vais, hop, C'est bon, on t'entend là. c'est bon. Waïda, est-ce que tu peux dire deux, trois mots pour être sûr qu'on t'entende bien? Oui, oui. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui, les collègues t'entendent. Jean-François, peut-être tu peux terminer ton Oui, propos, puis ensuite on donne la parole à Waïda. oui. Ouais, oui, Waïda, je soulignais simplement pendant cette interruption, double chose, enfin, de rejoindre Philippe en disant que c'est pas évident, ces problèmes, tellement humainement ils sont forts et tellement ça nous touche et tellement une forme d'impuissance. D'un autre côté, c'est aussi notre rôle en tant que dans la recherche et au niveau de nos positions aussi, continuer à accompagner et à discuter des recherches comme la tienne. Moi, ce que je trouve épatant, c'est l'amplitude de la recherche avec non seulement une attitude très au vécu, très très proche de ce que vivent les gens et de rendre compte de leur rapport à la fois objectif et tout à fait subjectif à la migration, à ces voyages de la mort, quoi. Et donc de manière très, très fine, quoi. Et puis aussi une prise en compte de données qui sont plus nationales, voire transnationales, gouvernementales et non gouvernementales. Donc voilà. Et je trouve, alors c'était, je sais pas, une petite heure pendant laquelle tu es intervenu, mais d'une grande densité, tellement dense qu'à certains moments, voilà, on n'a pas le temps de tout saisir. Et j'espère en tout cas que tes recherches pourront aboutir enfin en tout cas que celle-ci a aboutir à une publication parce que pour intégrer tous les éléments que tu donnes, ça serait bien nécessaire. Voilà, après j'aurais Merci quelques... beaucoup. Il y a Voilà. deux autres personnes qui ont levé la main. Tout d'abord, Mm, Juliette Halifax. mm. Oui. Donc, on va peut-être donner la parole à Juliette. Oui, merci, merci Philippe. Bah, je voulais profiter du retour de Waïda pour en effet dire un petit mot. Remercier d'abord Waïda pour sa présentation très très riche. Et puis ensuite, je vais essayer de faire assez rapide, voilà, parce on a plus beaucoup de temps. Mais ensuite, l'interroger aussi sur la question de. Tu as parlé de perception idéalisée en disant que voilà, les personnes avaient une perception idéalisée de ce qu'allait être la migration et des conditions de vie plutôt que des réalités concrètes. Et puis à un autre moment dans la présentation, plutôt vers la fin, tu as plutôt dit ils savent qu'ils sont désinformés, mais il y a un désespoir tellement structurel au Liban que du coup, ils préfèrent prendre le risque de la traversée et de la migration plutôt que de rester au Liban. Et donc, j'aurais bien aimé, moi, pouvoir t'entendre sur cette question-là. Au final, les personnes que tu as pu interroger qui avaient migré, est-ce qu'elles ont l'impression d'avoir été un peu flouées par des mauvaises perceptions qu'elles avaient, ou au final, elles sont pas si étonnées que ça? Et l'échec dont tu parles, est-ce que c'est un échec qui est tellement fort que il n'y a pas moyen pour elles de pouvoir le partager avec les personnes, parce qu'au final, c'est le partage avec la connaissance de la migration des personnes qui ont déjà migré par des personnes restées au pays qui permettrait d'avoir une meilleure connaissance et du coup une perception plus juste de la migration. Donc est-ce que c'est tellement vécu comme un échec qu'ils n'osent pas partager cet échec-là avec les leurs, ou bien au final la perception correspond à ce qu'ils pensaient dès le début et du coup c'est quelque chose qui peut être partagé aussi avec les personnes qui restent au pays. Voilà. Bien, et puis une deuxième demande de prise de parole avec Agathe Lunel. Donc, Agathe, si vous voulez bien vous Oui, exprimer maintenant. Puis oui, ensuite, oui. Waïda, tu pourras prendre une dizaine de minutes pour. C'est un peu un défi, mais pour réagir à ces différentes prises de parole. Agathe. Oui, bonjour. Je remercie Madame pour sa présentation, la clarté de la démarche. Moi, je voulais juste intervenir parce que je suis en charge des mémoires de fin d'études en grade bachelor sur le travail social et on a toujours beaucoup de sujets de la part des étudiants sur le parcours migratoire. Le- Oui, je continue. Ça a coupé. Je vais essayer de la rappeler. J'ai pu vous rejoindre D'accord. Parfait. finalement. Oui, Ben, oui. parfait.
Ok. Bon, donc je reprends et je vous remercie encore une fois pour la clarté de votre présentation. Donc moi, je m'occupe, j'essaye d'accompagner des étudiants qui sont en grade bachelor en diplôme d'assistance sociale en France. Et j'ai beaucoup de sujets sur la migration. Ces dernières années. C'est pour ça que je suis venue ce matin, pour avoir une approche plus approfondie sur la question. J'ai obtenu ce que je voulais, je vous remercie donc. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir ouvrir un peu le débat sur la question du départ et sur la question de l'arrivée, puisque la plupart des étudiants s'intéressent au parcours migratoire, au parcours d'exil, avec la question du stress post-traumatique, etc. Et je trouve ça à chaque fois un peu limitant. Et voir un peu, ça devient un peu une image d'Épinal. Donc, je trouve que voilà, votre approche plus holistique me fait du bien et je vous remercie pour ça. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon. Waïda, Oui. en une dizaine de minutes. Oui, je vais essayer. Oui. Je vais commencer par ce que Madame Agathe a avancé. En effet, l'objectif principal derrière cette recherche était d'aborder le phénomène avec une approche holistique. C'est pour cela que nous avons voulu quand même, surtout au début parce que nous avons accompagné, la recherche a eu lieu en 2023, elle a accompagné ce mouvement dans lequel étaient impliquées des personnes de 3 nationalités et on a voulu quand même, c'est en réponse aussi à Abdurrahman, on a voulu quand même interviewer des personnes de 3 nationalités pour voir, pour explorer en profondeur l'expérience de chacune de ces populations-là. Nous, on a voulu quand même aller vers la profondeur de l'expérience de chaque type de population. Mais ce qui est notable, c'est que dans l'analyse des résultats par rapport aux motifs, il n'y a pas eu de distinction. Il n'y a pas eu de distinction. Les motifs qui ont été partagés par les Palestiniens qui vivent dans un camp au Liban Nord, à Nahr el-Bared, et qui vivaient à Nahr el-Bared depuis longtemps, là, par les déplacés syriens qui vivaient au Liban depuis 2011 ou qui sont venus après la crise syrienne, et des Libanais, il n'y avait pas de distinction. Donc, les motivations sont ressorties des 3 populations de manière similaire. Cependant, c'est la gravité des facteurs qui a été soulignée par les déplacés syriens et par les réfugiés palestiniens sur le territoire libanais. Donc, et ça, si vous voulez, Abdurrahman, c'était un peu décevant pour nous parce qu'on a voulu tracer des parcours distincts, mais on n'a pas pu le faire. Et je pense que la conjoncture politique, économique du pays a contribué à ce que ces voyageurs des 3 nationalités vivent aient le même vécu. J'imagine que si maintenant on refait la recherche avec ces 3 populations, je peux poser une hypothèse que les résultats peuvent différer, mais l'effondrement économique a été vécu presque de la même manière chez tout le monde. Même les verbatims des personnes étaient presque les mêmes. Les gens avaient les mêmes propos. Alors, en ce qui concerne le déséquilibre dans l'échantillon, parce que c'est un échantillon qualitatif et on a pu avoir accès à cette population de manière extrêmement difficile. C'était par le biais d'intervenants terrain et en exercice professionnel dans 2 associations sur le terrain même qu'on a pu atteindre la population après l'obtention du consentement du comité d'éthique. Et ce n'était pas facile. Donc, la collecte des données a duré presque 8 mois. Et durant ces 8 mois, on était dans des tentatives continues pour avoir accès à la population. Donc, le chiffre auquel on s'est arrêté, ce n'est pas parce qu'on a voulu s'arrêter là, mais parce qu'effectivement, on n'avait plus accès à la population qui s'est sentie peut-être en danger parce que les intervenants terrain, quand ils recrutaient les gens sur le terrain, il y a eu des rumeurs. Les gens disaient, ah voilà, des chercheurs de l'USJ qui sont sur le terrain et les gens sont méfiants et disent, qu'est-ce que les chercheurs viennent faire ici? Qu'est-ce que les intervenants viennent faire ici, etc. Donc, c'était, si vous voulez, vraiment le nombre de personnes auxquelles on a pu avoir accès.
Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu un déséquilibre dans l'échantillon. En ce qui est en lien avec la migration, quel terme choisir? En effet, pour nous, en tant que chercheurs, c'était aussi un défi. Migration sans papier, des personnes en exil, en demande de refuge, etc. Finalement, on a opté pour le terme de l'OIM, migrants irréguliers, parce qu'on a voulu quand même parler des migrants qui quittent le terrain libanais. Donc, c'était ça notre première préoccupation, les personnes qui prennent ces voyages de la mort. Et donc, on a choisi le terme migrants irréguliers parce qu'on a trouvé que dans la littérature, il y a un accord relativement présent sur ce terme, pour ne pas nous introduire dans des débats conceptuels ininterminables. Cependant, quand j'ai parlé de migrants sans papier, c'était, si vous voulez, le débat conceptuel qui a été avancé par les répondants eux-mêmes. Donc, les acteurs institutionnels, les entités gouvernementales qui disent il ne faut pas les nommer. Il y a ça, et là, il n'y a pas d'accord. Il y a des gens qui disent non, oui, ce sont des migrants illégaux même. Il y a des gens qui ont utilisé le terme illégal. Il y a des gens qui ont dit c'est des gens, c'est une migration naturelle. C'est un mouvement mixte, quoi. Il y a des gens qui ont dit c'est une migration sans papier. Moi, j'ai tenu dans les résultats à reprendre, si vous voulez, ces différentes appellations utilisées par les personnes pour mettre en avant, si vous voulez, l'importance de ce débat conceptuel, l'importance de chercher le bon terme, de savoir trouver le bon terme et d'être d'accord sur le bon terme. Donc, on a gardé le terme migrant irrégulier, même pour ceux parvenus en Europe, pour ne pas multiplier les concepts, parce que ce n'était pas ça l'objectif de départ. Donc, c'était une bonne décision, une mauvaise décision. Là, c'est une décision de chercheur, et voilà, on est là. Et voilà. En ce qui concerne, c'est la dernière remarque que je vous ai entendu dire parce qu'après, j'ai eu une coupure d'Internet. Je ne sais pas si vous avez encore un élément que je pourrais peut-être, autour duquel je pourrais Vraiment, réfléchir. beaucoup d'éclairage et encore une fois, grand merci à la qualité de cette recherche. Et non, je vais pas... Je crois qu'on a déjà dépassé pas mal, je ne vais pas embêter plus que ça. Non, au contraire, la discussion est toujours enrichissante. Juliette, je reviens vers toi. En effet, ça, moi, je pense que cette situation-là, des personnes qui ont fait le parcours du Liban jusqu'en Europe mérite encore beaucoup d'approfondissement. Parce que les personnes qu'on a pu rencontrer, on les a rencontrées en ligne. Et c'est des personnes qui ont, effectivement, eux aussi, ils ne savaient pas quoi dire. Ils ont partagé leur vision idéalisée de l'Europe et tout. Et en même temps, ils ont dit qu'en Europe, ils ont eu une réponse à beaucoup de leurs aspirations, mais ils ont également dit qu'ils ont eu beaucoup de déceptions. Et donc là, à un certain moment, on leur a demandé est-ce que vous reprenez le péril? Et effectivement, il y a la moitié qui a dit oui, je le reprends malgré tout. Il y a la moitié qui a dit je le reprendrai jamais. On leur disait, est-ce que vous aimeriez bien revenir au Liban? Ils disent, oui, mais si jamais notre retour au Liban ne serait considéré par les proches comme étant un échec. Moi, je pense que la complexité de la situation de ces personnes-là mérite encore beaucoup d'approfondissement. Nous, on a voulu, dans cette approche holistique, explorer la situation de ces gens-là. Notre objectif de chercheur au départ était de comprendre ce qui se passe avec eux en espérant peut-être restituer la situation aux gens qui sont au Liban pour démystifier ce voyage, pour démystifier cette question de voyage vers l'Europe. Mais en effet, parce que j'avais avec moi 2 associations terrain qui voulaient quand même nourrir leur activité préventive par des récits de personnes qui sont parvenues en Europe. Mais là, on a vu que l'expérience, la complexité de l'expérience humaine ne peut pas être cernée aussi facilement que ça.
Donc, les gens peuvent vivre des sentiments contradictoires. Et face à ces sentiments contradictoires, face à ce vécu contradictoire, ils peuvent passer par un moment où ils peuvent dire aux gens, voilà, ça mériterait prendre la mer, arriver en Europe, ça mériterait de prendre la mer malgré les dangers. Et à un certain moment, peut-être le lendemain, ils vont dire, mais non, en Europe, tu vas te sentir isolé, tu vas avoir personne, tu vas mourir seul dans ta maison, tu ne vas pas avoir ta famille, tu ne vas pas vivre la même situation. Au Liban, même si tu manges un morceau de pain, tu vas être satisfait et tu vas être entouré de tes êtres chers. Donc, je pense qu'il y a, comme Jean-François, tu viens de dire, la profondeur de l'expérience humaine est tellement importante que l'on ne peut pas sortir effectivement avec une réponse sur comment ce parcours pourrait être pourrait être utilisé ou exploité par ces gens par rapport à une décision initiale de voyager ou par rapport à un projet de voyage envisagé par une autre personne. Je ne sais pas, Juliette, si j'ai répondu à ta question, mais entre le téléphone et l'écran, c'est ce que j'ai pu noter. Bien, merci beaucoup, Si, Waïda. c'est parfait. Je te remercie beaucoup de cet éclairage, Waïda. Bien, écoutez, il est 11h45, donc on a un peu débordé, mais avec les problèmes de coupure, et puis on avait démarré un peu tardivement, bon, on a tenu à peu près l'heure et demie. Waïda, je voulais vraiment te remercier beaucoup pour cette intervention. Je trouve que ton intervention, mais comme bien d'autres, mais celle-ci en particulier, est une belle réponse à ceux qui aujourd'hui attaquent la science, et notamment les sciences humaines et sociales. On est dans un moment particulier de notre histoire mondiale qui prend plusieurs dimensions, mais où on observe quand même une attaque en règle contre les productions scientifiques, que ce soit les productions de sciences humaines et sociales ou les productions de recherche sur le climat, par exemple. Et sur la question des migrations, on a en Europe notamment des débats marqués parfois, et peut-être même souvent, par une grande irrationalité. Et je trouve que ce type de travail, ce type de présentation apporte de la rationalité, apporte de l'étayage. Et c'est une démonstration, encore une fois, magistrale de l'importance de la production scientifique pour rationaliser le débat public. Donc un grand merci pour cette intervention, Waïda. On va donc la mettre en replay sur le site de la Grande École de Solidarité. On va envoyer des mails voilà, à beaucoup de personnes pour les inviter à écouter à regarder et écouter cette séance du séminaire scientifique de la Grande École des Solidarités. Avant de vous quitter, donc je vous informe que la prochaine séance du séminaire sur un thème très différent aura lieu le mardi 6 mai à 14h avec l'intervention d'Amélie Pierre, une collègue de Jean-François, professeur à la Haute École sociale de Namur. Alors je donne sans doute pas l'appellation exacte ni de son poste ni de la Haute École Jean-François, mais je pense que les gens repéreront en tout cas que c'est une haute école en Belgique de travail social, et qu'Amélie Pierre est professeure là-bas. Elle interviendra sur le thème les méthodologies participatives visuelles, photographiques, artistiques, etc. Comment les acteurs et l'expérience de recherche s'en trouvent affectés. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous retrouver en distanciel mardi 6 mai à 14h. Merci beaucoup à chacune et à chacun pour votre participation. Encore merci, Waïda, pour ton Merci intervention. beaucoup, Philippe. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Et bonne manifestation à l'Université Saint-Joseph aujourd'hui et demain. Merci. Voilà, merci, je crois qu'il y a merci beaucoup. un événement important. Oui, au plaisir oui. de vous retrouver. À une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.